Nouvelle séance, Université d'automne du Pardem, La Rochelle, 11 novembre 2023. Donc Joël Périchaud, qui est secrétaire national du Pardem chargé des questions internationales, va nous parler de géopolitique, les déséquilibres mondiaux, notamment, mais pas seulement, avec la redistribution des cartes, en tout cas supposée, de l'élargissement des BRICS, la dédollarisation, la subordination de l'UE à l'impérialisme nord-américain. Et donc voilà, il va intervenir et ensuite il y a un temps de débat comme d'habitude. Joël, c'est à toi. Merci. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est la géopolitique, on en a parlé ce matin. Le premier constat, c'est que l'Occident est inquiet. Bien sûr, ça fait longtemps que les dirigeants occidentaux ont compris que leur rêve d'hégémonie sur le monde allait se heurter à des obstacles qu'ils n'imaginaient d'ailleurs pas au début des années 90, lors de la disparition de l'Union soviétique. Mais ces 2 dernières années, et encore plus ces derniers mois, le rythme de leurs échecs, je parle des Occidentaux bien sûr, s'est accéléré. En 2022, le retrait en catastrophe des forces américaines d'Afghanistan, sont partis une main devant, une main derrière, en est un symbole marquant. En 2023, les militaires français ont été contraints de se replier, ordonnés, certes de manière ordonnée par rapport aux Américains, mais du Mali, du Burkina Faso et puis du Niger. Et les revers militaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sur le plan diplomatique, les échecs, voire les fiascos de la France se succèdent. Lors de l'entrée des troupes russes en Ukraine, les USA, leurs bras armés l'OTAN et ses alliés étaient sûrs d'être suivis dans leur condamnation de Moscou et dans la guerre par procuration contre la Russie. Ils escomptaient une admiration quasi unanime à l'ONU et donc un alignement général sur leur posture guerrière au nom d'un ordre fondé sur des règles. C'est comme ça qu'ils expriment les choses. Alors, ordre fondé sur les règles, bien sûr, ce sont les règles américaines. C'est mes règles. Voilà, on joue avec mes règles. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout, parce que lors des votes à l'ONU, de nombreux États ce qu'il est convenu d'appeler le Sud global, on pourra revenir là-dessus, se sont abstenus de condamner la Russie et Poutine, puisque le diable incarné, c'est Poutine, c'est pas la Russie, c'est Poutine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent changer le régime, puisque la Russie n'y est pour rien, c'est Poutine qui est dingue, tout le monde le sait. Et certains États ont même voté contre cette condamnation. Pire, en août et septembre dernier, donc, 3 événements diplomatiques ont souligné la difficulté croissante à imposer un leadership mondial de l'Occident. Le premier de ces événements, c'est le sommet des BRICS à Johannesburg, où le groupe des 5 fondateurs, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui représentait déjà 40% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 3,2 milliards d'individus, et environ 25% du produit intérieur brut mondial, s'est élargi à 6 nouvelles puissances, l'Iran, l'Argentine, sur pression du Brésil, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie, et ce, au 1er janvier 2024. C'est donc, dans la presse, ils appellent ça les BRICS+,
en fait c'est 11 pays maintenant, hein, qui vont représenter donc au 1er janvier 47% de la population mondiale. Et d'autres pays sont candidats à l'entrée aux BRICS, en particulier l'Algérie, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, c'est par ordre alphabétique, Cuba, la Guinée, la Grèce, le Honduras, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Mexique, le Nigeria, la Palestine, le Sénégal, la Syrie, le Tadjikistan, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, le Venezuela, le Vietnam. Ça, c'est pour les candidats officiels. Il y en a plus que ça, bien plus que ça. Le nouveau poids des BRICS, enfin du PIB, hein, des BRICS, à cette date, c'est-à-dire au 1er janvier, ne va pas être spectaculairement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Vraisemblablement, d'après les calculs des économistes, de 3 à 5% supérieur. C'est-à-dire, sur le PIB mondial, ça va passer de 29 à 31-32%. Voilà. Mais, c'est pas ça qui est le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran ont des ressources pétrolières et gazières particulièrement riches. Le président brésilien, de plus, le président brésilien Lula a salué la contribution de la nouvelle banque de développement actuellement présidée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, en disant « Notre banque commune doit être un leader mondial dans le financement de projets qui répondent aux défis les plus urgents de notre époque. » Mais les BRICS, avant le 1er janvier 2024, ne disposaient que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale, par exemple, et au Fonds monétaire international. Les choses vont vraisemblablement évoluer à partir de janvier. Le deuxième phénomène important, c'est le sommet du G20 à New Delhi, où les efforts pour stigmatiser la Russie ont été vains, puisque la résolution qui a été adoptée par le G20 a été encore plus mesurée, c'est comme ça qu'on dit en termes diplomatiques, c'est-à-dire un cran vraiment en dessous, sur le dossier ukrainien que l'année précédente. Et l'Assemblée générale de l'ONU, où se sont succédées les prises de distance par rapport au G7 et à ce qu'il symbolise. D'ailleurs, le G7, vous savez qu'ils vont se réunir en Italie du 13 au 15 juin de l'année prochaine, dans un petit bled charmant, hein, italien, en bord de mer, qui est pas très grand, mais qui est bourré d'hôtels 5 étoiles et de jacuzzi. Donc, si vous voulez qu'on organise un contre-sommet là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, ça s'appelle... Portofino ? Non. C'est un nom que j'ai oublié, mais que je vous donnerai tout à l'heure. Oui. Voilà. Une des chroniqueuses des relations internationales du Monde, alors j'aime bien citer le Monde parce que c'est un journal qui sert surtout à emballer les poissons, mais qui relaie assez fidèlement l'idéologie des élites françaises et européennes, où elle note non sans effroi que les grands acteurs du Sud ne se conforment plus au récit des grands acteurs du Nord. On sent sa détresse déjà. C'est triste, ça. Quand ça va mal. Oui, quand ça va mal, tout va mal. Et elle conclut son analyse du 28 septembre, donc c'est récent, hein, en formulant son inquiétude de la façon suivante: l'heure des ajustements et du rééquilibrage est venue. Ça va très vite et c'est très brutal. On sent déjà les larmes. Son confrère, Alain Frachon, le 6 octobre, un peu plus tard, juste après, affirme, toujours dans le même journal, hein, que désormais le monde occidental n'est plus hégémonique. Ah. Il détaille les évolutions qui justifient son analyse et il souligne que le phénomène est notable, y compris de la part d'États connus pour leur proximité historique avec les USA. Bien sûr, un des exemples le plus frappant, c'est l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Oui. Non sans pertinence, d'ailleurs, il relève du reste que les dirigeants occidentaux ont été les premiers à décrédibiliser l'ONU en s'affranchissant de ses règles, à commencer par la guerre faite à l'Irak en 2003. Alors, il n'a pas été très loin, hein, mais je vais l'aider. Hein. Il aurait pu dire que cette guerre reposait sur un mensonge, une manipulation, orchestrée par l'administration américaine de l'inénarrable George W. Bush, et mise en scène par Colin Powell, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères états-unien, qui le 5 février 2003 avait présenté devant le Conseil de sécurité, vous vous souvenez, un dossier sur un faux programme de fabrication d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Il avait même agité des fioles et présenté des photos absolument floues pour prouver que l'Irak d'Hussein fabriquait des armes de destruction massive. Résultat de cette manipulation, c'est ce qu'on a appelé la seconde guerre du Golfe, la première étant la guerre Iran-Irak. Seconde guerre du Golfe, qui a commencé officiellement le 20 mars 2003, avec l'invasion de l'Irak, par une opération dite « liberté irakienne ». Il faut toujours se souvenir de ça, ça chante à nos oreilles. Par une coalition menée par les États-Unis contre le parti Baas et Saddam Hussein, parce qu'il ne faut pas se tromper, ce qu'il était de question de faire chuter, c'était Saddam Hussein bien sûr, mais le parti Baas, qui est un parti qui a essaimé, il y a des partis Baas dans tout le Moyen-Orient, hein, et ce sont des partis socialistes. Laïque, je crois. Et laïques, exact. L'invasion a conduit à la défaite rapide de l'armée ukrainienne, ça on s'en souvient, à l'arrestation et à l'exécution de Saddam Hussein, on s'en souvient aussi. Irakienne. Irakienne, oui, pardon. J'ai dit ukrainienne. J'anticipe très légèrement. Voilà. La destruction totale du pays et à la mise en place d'un nouveau gouvernement pro-USA, à la constitution de l'État islamique. Il ne faut jamais oublier que la constitution de l'EI est liée à la chute de Saddam Hussein et à la volonté états-unienne de créer un mouvement contre la Syrie en particulier. Et puis, disons, un peu plus d'1 million de morts. Voilà. Dont l'ancienne secrétaire d'État, Madeleine Albright, avait dit si la guerre a pu tuer des milliers d'enfants irakiens, c'était le prêt à payer. C'est pas très grave. Pour établir la démocratie. Oui, on est prêt à tout. Il faut rappeler que cette guerre a été une des seules, je crois d'ailleurs la seule, ou l'une des rares en tout cas, où il a été mis en œuvre le concept de guerre préventive. La guerre préventive, vous savez, c'est cette croyance qu'un conflit futur étant inévitable, il vaut mieux le provoquer maintenant. On voit la logique. Pour qu'il n'y ait pas de guerre, il faut faire une guerre maintenant. Hein? Parce que, selon eux, elle serait moins pire que la guerre à venir. Donc ce concept fumeux a été appliqué, c'est une des premières fois, en Irak. Rappelons aussi qu'une fois l'invasion réalisée, les inspections de l'ONU, sous la direction de Hans Blitz, je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom, mais il était intéressant, président de la commission de contrôle et de vérification des Nations Unies, qui a indiqué qu'ils n'avaient pas trouvé d'armes de destruction massive en Irak. Et qu'en 2013, 10 ans après, Colin Powell, donc celui qui avait agité les fioles, là, hein, Les tests d'urine. Ouais, a déclaré au sujet des armes de destruction massive, je cite, que Saddam Hussein n'en possédait pas 1 gramme. Voilà.
Alain Frachon, toujours le journaliste du Monde, aurait pu aussi citer la guerre de l'OTAN infligée à la Serbie en 1999 sur le sol européen. Mais passons. Voilà. On connaît tous le parti pro-occidental et pro-UE du Monde, et Fabrice Garniron, qu'on verra demain matin, auteur de « Quand le monde », en parlera vraisemblablement mieux que moi. Bon. Alors évidemment, le sentiment justifié du deux poids deux mesures s'est répandu à grande vitesse. D'un côté, une mobilisation sans précédent des alliés occidentaux pour des livraisons massives d'armes et de munitions, y compris à uranium appauvri, ce qui est d'ailleurs au passage interdit par les traités internationaux, mais enfin bon, voilà, à l'Ukraine. Livraison aussi d'un pognon de dingue, comme dit notre président, fourni par les USA et l'Union européenne, et puis les sanctions anti-russes. De l'autre, une indifférence à peine polie des mêmes face aux désastres économiques, sociaux, voire aux conflits qui ravagent le continent africain, le Yémen et d'autres pays. Donc si les autres pays ont le sentiment de deux poids deux mesures, ce n'est pas vraiment un sentiment, c'est une réalité. Et encore, tout ça, c'était avant le déchaînement israélien d'une violence inouïe contre la population martyre de Gaza, mais aussi contre celle de la Cisjordanie, de la part des colons. Et ça, c'est à beaucoup plus bas bruit, comme on dit, dans le langage militaire. Au nom du droit d'Israël à se défendre, contre le mouvement de résistance palestinien et les actions militaires du Hamas, dont je rappelle que pour moi, et pour beaucoup, ça n'est pas un mouvement terroriste. On pourra aussi s'expliquer et en parler tout à l'heure. Les dirigeants des grands pays de l'Ouest se sont précipités à Jérusalem ou Tel Aviv pour exprimer leur solidarité avec l'État juif. L'inénarrable présidente de la Commission européenne, j'ai cité Ursula von der Leyen, n'a même pas dit un mot pour les Gazaouis assiégés, étranglés, bombardés par le gouvernement Netanyahou. Quant à Biden, de plus en plus mal à l'aise, il n'a rien à refuser à son allié israélien. Il a même mis son veto à une résolution, pourtant extrêmement timide, présentée par le Brésil au Conseil de sécurité, qui condamnait fermement, là je la cite in extenso, condamnait fermement toutes les violences et les hostilités contre des civils et tous les actes de terrorisme, et rejetait et condamnait sans équivoque les attaques terroristes odieuses par le Hamas le 7 mai 2023 et la prise d'otages. 7 octobre, pardon. 7 octobre par le Hamas. Donc cette résolution qui qualifiait le Hamas de groupe terroriste, ainsi de suite, a été rejetée par les États-Unis. Il y a eu un veto des États-Unis. Parce qu'on pouvait amalgamer, en fait, aussi avec ce qui se passait avec le gouvernement israélien. Le texte exhortait aussi d'ailleurs toutes les parties à pleinement se plier aux obligations du droit international, notamment les droits humains internationaux, y compris dans la conduite des hostilités. Mais si Israël pouvait être impliqué dans ce genre de choses, Israël n'était ni cité, ni ciblé explicitement par la résolution brésilienne pour ses bombardements sur Gaza. Mais pour les États-Unis, c'était encore trop. Quand le deux poids deux mesures atteint un tel degré de cynisme, qui peut encore s'étonner du malaise, de la colère de pays de plus en plus nombreux du Sud? Tous les efforts des diplomates occidentaux depuis janvier 2022 pour mobiliser derrière eux contre la Russie tombent à l'eau et se retournent finalement contre leurs auteurs. On voit bien d'ailleurs le changement de perspective sur l'Ukraine. On en parlera plus longuement sur l'Ukraine vraisemblablement demain, mais
il y a une modification là qui se fait du côté états-unien en tout cas, moins du côté, surtout pas du côté de l'Union européenne, puisque les États-Unis délèguent maintenant complètement à l'Union européenne le fait d'être en tête du front anti-ukrainien, anti-russe en Ukraine, mais on voit bien qu'il y a un mollissement, comme disait l'autre, du côté américain. Conclusion du Monde. Ça date du 21 octobre. De plus en plus angoissé devant cette évolution malheureuse. L'isolement menace le monde occidental. Menace, 3 points de suspension, le monde occidental. Les points de suspension ne sont pas anodins en journalisme. Hein, et il montre là son désarroi, en fait. Pendant des mois, en effet, la presse mainstream s'est réjouie de la perspective de voir Moscou isolé. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et le même jour, le quotidien Le Monde a commencé son éditorial par ces mots. La colère monte, elle vient du sud et elle est dirigée contre le nord. La violence de la riposte de l'armée israélienne sur Gaza a déclenché un puissant mouvement de contestation teinté d'esprit de revanche contre les Occidentaux, accusés d'hypocrisie dans le choix des victimes auxquelles ils apportent leur soutien. La vitesse et l'intensité avec lesquelles s'est propagée cette contestation depuis 10 jours sont révélatrices d'un basculement politique. Pour une fois, je suis assez d'accord avec Le Monde. Un basculement, d'ailleurs, tellement visible que Borrell lui-même, vous voyez, Borrell, c'est le grand chef-sioux de la politique extérieure de l'Union européenne, a publiquement reconnu son inquiétude. Sortant de sa visite le 20 octobre à la Maison-Blanche, il a évoqué ce que les diplomates de Bruxelles en poste appellent un peu partout dans le sud global une colère anti-occidentale croissante. Voilà. Donc, j'ai pas voulu être trop long. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur les BRICS, sur des tas de chiffres sur les BRICS, mais je pense que le mieux, c'est qu'on puisse discuter maintenant. Voilà.